en rouge. Tout d'abord, laissez-moi vous amener dans une digression, la première d'une série qui ponctuera ce discours sous forme de récit. Mais ne vous inquiétez pas, malgré les détours que je prendrai, guidé par la vieille ruse de conteur qui m'anime parfois, je vous ramènerai à chaque fois à la clairière de l'histoire. C'est donc un voyage que je n'aurais peut-être pas fait pour la Belgique. Je revenais de la veille, tout essoré d'une riche semaine de découverte en Allemagne, dans la capitale de l'arrondissement du lac de Constance, où la beauté du temps m'avait permis de visiter plusieurs attraits du coin. Ayant fait escale à Paris, des migraines m'avaient imposé de passer la nuit dans un hôtel proche de la gare de l'Est. Il était 23 heures et je me sentais vidé de toute énergie, allongé dans une chambre du 10e arrondissement, sur un lit immaculé. Je me suis livré à Morphée, implorant sa magie pour m'emporter dans son monde de rêve, avec sa mythique feuille de pavot. Cependant, mes pensées refusaient de se laisser emporter. L'idée de continuer mon périple vers la Belgique le lendemain matin, tôt se dissolvait dans l'ombre du manque de force d'une part et des migraines persistantes qui faisaient désormais de moi leur cible d'autre part. Après une intense réflexion dans le silence nocturne, j'ai saisi mon téléphone, naviguant à la recherche d'un nouvel itinéraire pour atteindre la Belgique l'après-midi suivant. Cette nuit-là, le repos véritable ne m'a pas visité. Une irrépressible envie de plonger dans les vidéos d'un auteur canadien, membre de l'Académie française, m'a retenu, éveillé jusqu'à ce que je réalise que ma réservation pour le voyage avait été annulée. À 4 heures du matin, une spontanéité remarquable m'a poussé à effectuer une nouvelle réservation. La validation est arrivée dans ma boîte de messagerie, confirmant mon départ à 8 heures vers la Belgique. Morphée avait tenté de m'ensorceler, mais c'était Legba, cette divinité mineure évoquée par La Ferrière, pour ceux qui le connaissent, qui a prévalu, me guidant vers la dernière place disponible à bord d'un véhicule. Mes yeux fatigués par les heures passées devant l'écran de mon téléphone se sont alors fermés face à l'abondance d'informations recueillies lors de mes multiples recherches. Une soixantaine de minutes a glissé hors de ma conscience et je suis revenu brusquement à la réalité à 6 heures du matin, électrifié par le réveil impérieux qui me rappelait à ma vie de non-rêveur. Ce jour-là, paré d'un jean bleu, d'un t-shirt blanc assorti à mes mocassins, j'ai entrepris un périple de plus d'1 heure vers la porte d'Orléans dans le 14e arrondissement. Entre train, métro, tramway et bus, j'ai finalement atteint le point de rendez-vous avec seulement 3 minutes de retard. Je dis seulement parce que le conducteur n'est pas là. Au total, 4 individus occupaient l'habitacle. Une dame imposante à l'avant, vêtue d'une tenue africaine en dope, manipulant plusieurs téléphones avec une dextérité méthodique. À l'arrière, une jeune fille paisible, enveloppée dans un plaid sombre, cherchait le sommeil après une nuit agitée en famille. Les premiers instants du voyage en direction de Charleroi se déroulaient dans une atmosphère musicale variée, du coupé-décalé à la rumba, créant une symphonie rythmée. Malheureusement, le sommeil s'est imposé et je me suis laissé emporter, ignorant le combat mené par Amadou, le conducteur, pour rester éveillé afin de nous conduire à destination en toute sécurité. Un arrêt à une aire de repos a marqué une pause bienvenue. La dame et la jeune fille s'éloignaient vers un magasin, me laissant un moment pour échanger avec Amadou, un homme avenant, âgé de la trentaine,
parti de la Guinée 20 années plus tôt à la quête d'un avenir meilleur. De manière brève, il me parla de lui, de ses convictions et de son amour pour l'Afrique. Ce sujet allait d'ailleurs intéresser la dame une fois revenue. Dans les méandres du hasard, j'ai croisé une inconnue, une énigme humaine, une femme dont l'apparence masquée par les lunettes de soleil semblait dissimuler un univers tout entier. Mes premières impressions la décrivaient comme une figure ordinaire, certes, autoritaire mais conciliante. Cependant, ma plume était déjà habituée aux suppliques de ceux qui cherchaient à immortaliser leurs existences dans les pages de mes récits. Des êtres parfois de la pire espèce, il faut le dire, clamant des injustices cosmiques et cherchant à m'imposer leur récit. Lorsqu'elle m'a proposé qu'on échange de numéro de téléphone, j'ai hésité, craignant de me retrouver englouti dans les vagues tumultueuses des confessions et doléances personnelles qui me parvenaient de toutes parts. Pendant tout le périple, l'inconnu demeurait voilé. Les questions la concernant étaient accueillies par un rejet silencieux, une mystique préservée avec une maîtrise déconcertante. Alors que la conversation prenait des airs houleux, nous avons atteint Mons, le terminus pour elle et sa fille. Le reste du voyage vers Charleroi fut une brève traversée. Le 15 septembre 2022, l'inattendu se manifesta sous la forme d'un appel et une voix féminine réveilla les souvenirs de notre récent trajet. Le docteur Inès Lorcato, une présence insaisissable, se présentait enfin à moi. L'appel fut bref et mon interlocutrice assez froide. Elle avait des tas de choses à me dire, mais ne se sentait pas très à l'aise au téléphone. Nous prîmes donc un rendez-vous pour le 1er octobre 2022. La veille, une plongée dans le monde d'Internet me révéla l'ampleur des pages générées par son seul nom. Inès Lorcato, une personnalité complexe émergeait des différents articles qui décrivaient une femme aux multiples casquettes liée au puissant Photo Victor, pour ceux qui le connaissent, et au roi Baham Max Ocam II. Comment une telle personnalité au passé prestigieux et prédestinée à une vie élogieuse a-t-elle pu se retrouver au milieu d'intenses batailles régionales à l'ouest du Cameroun? Comment a-t-elle réussi à écrire son nom comme épouse aux côtés du magnat des affaires Victor Photo et du roi Baham Max Ocam II? Pourquoi a-t-elle fait le choix d'embrasser l'univers politique, ce tueur silencieux? Était-ce pour un intérêt jadis inavoué? Était-ce une ambition démesurée ou tout simplement un noir désir? Que s'est-il réellement passé dans la région de l'Ouest entre 2018 et 2020? Qui sont ces personnalités qui en voulaient à la reine-mère? Puisque je parle de reine-mère, celle juste à ma droite. Qui sont les personnalités qui en voulaient à la reine-mère? Pourquoi ont-elles tenté de la museler? Et comment ont-elles procédé? Comment cette dernière a-t-elle échappé à sa mort, pourtant programmée? Qui est véritablement Inès Lorcato? La réponse à cette dernière question, la plus délicate d'ailleurs, s'est lentement dévoilée au fil des premières pages du récit que nous présentons aujourd'hui. À mesure que j'entrais en contact avec elle et que je partageais ces moments de vie, que je la voyais se livrer, se déployer, se révéler et révéler son amour sincère pour les âmes authentiques qui l'entourent, Inès Lorcato est apparue comme une humaniste exceptionnelle. Cependant, cette lumière qu'elle porte en elle est assombrie par l'injustice et la barbarie infligée par certains hauts dignitaires de l'État du Cameroun, déterminés à la tourmenter et pire encore, à l'expulser de son propre pays, comme si elle était porteuse d'une malédiction.
Chantage, procès soigneusement orchestrés, détention, torture en milieu carcéral et abus sexuels ont été les épreuves qu'elle a dû surmonter. Elle émerge miraculeusement d'un gouffre où de nombreux Camerounais, y compris les journalistes, ont péri. Martinez Zogo, Samuel Bouazizi et Bibi Ngota notamment. Le sourire qui réilluminait le visage d'Inès-Laure Kamto tout au long de notre collaboration a perdu de sa splendeur suite au décès de son père en début de mois de février. Malheureusement, les circonstances l'empêchent de faire le voyage jusqu'au Cameroun pour rendre un dernier hommage à ce dernier. C'est un déchirement supplémentaire dans le récit déjà poignant de sa vie. Cette expérience avec Madame Kamto nous amène inévitablement à réfléchir sur la responsabilité du journaliste. Quelle image doit-il renvoyer de la société? A-t-il le droit de tracer le mal sur les consciences? Peut-il créer simplement pour l'art? Doit-il façonner son récit de manière consciente et en accord avec ses convictions? Il est crucial, à notre sens, qu'il comprenne pleinement la puissance de son métier et qu'il l'exerce de manière délibérée et responsable afin de ne pas être pris au dépourvu par les conséquences de ses œuvres. Cet ouvrage est louable car il ne prône en aucun cas la division. Après les horreurs subies par Mme Kamto, on aurait pu légitimement s'attendre à une approche plus audacieuse. Sa grandeur réside dans sa capacité à se limiter, tel un journaliste, au fait, laissant aux Camerounais lambda le soin d'en tirer leurs propres conclusions. Rejetons donc la haine et allons trouver dans La fin d'un rêve, ouvrage qui nous réunit aujourd'hui, les ressources pour la réconciliation. Tournons-nous ensemble vers le développement et renonçons à l'individualisme, au populisme et au mapartisme pour puiser dans la source d'un vieux sage, le philosophe camerounais Hubert Gonzana, qui nous regarde sans aucun doute de là-haut. Ainsi, peut-être pourrons-nous bâtir un avenir où la justice, la compassion et la solidarité seront les piliers de notre société. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Marie.